Connaissez-vous la pratique du clipping? J'ai aucune inspiration pour cette introduction, je sais pas trop quoi dire. Si vous regardez ça sur YouTube, pensez à vous abonner, liker la vidéo. On va parler du clipping aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est que le clipping? Le clipping, c'est tout simple. C'est prendre des petits bouts de streamers et en faire des petits clips que tu mets sur TikTok, Instagram et les YouTube Shorts. Ça génère énormément de vues. Énormément de vues. C'est sur mars 2026, alors ça dépend de quoi on parle, hein. Ça génère énormément de vues et les plus gros streamers à l'heure actuelle à l'international, en fait, là où ils font le plus de vues, c'est via les clips qu'il y a de leur stream. Pourquoi? C'est normal. Un stream, ça peut durer 4, 5, 6, 7 heures. Les gros streamers, souvent, ils streament énormément. Les top streamers au monde, ils streament toute la journée, tout le temps, ils font que ça. Vous voyez? Et donc, du coup, la plupart des gens vont pas les se taper l'intégralité de leur live. Et quand il y a les moments les plus croustillants de leur live, bah, faut aller les trouver au milieu des centaines d'heures de contenu qu'ils produisent tous les mois via Twitch et Kik. Il y a beaucoup de clipping sur Kik aussi. C'est horrible plateforme. C'est du vol de contenu? Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être le clipping, ça peut être fait directement par des streamers qui mettent en avant leur contenu en faisant des clips. Nous, c'est ce qu'on fait avec Groovy. Moi, j'ai mon propre compte de clipping quelque part. C'est le compte Ribot dans la sauce. Le compte Ribot dans la sauce sur Instagram, TikTok et aussi sur Ribot dans la sauce VOD sur YouTube, où tous les petits formats verticaux qu'on fait avec Groovy, c'est Groovy qui fait le montage, etc. C'est une forme de clipping. Mais là, c'est un clipping où j'ai la maîtrise dessus. C'est moi qui fais mes propres clips, vous voyez? Enfin, c'est Groovy qui fait les propres clips, mais voilà. C'est là dans la sauce production qui produit ces clips et du coup on met en valeur les moments qu'on a envie de mettre en valeur parce qu'on trouve qu'ils sont marrants, qu'ils sont cool et que ça fait cliquer sur Instagram. C'est aussi ça. Il y a un peu de ça quoi. Et donc c'est assez basique. Mais après il y a aussi tout un tas de comptes qui se spécialisent dans le fait de faire des clips à partir de gens, de streamers sur internet pour prendre des petits bouts et dire ah bah vas-y je vais mettre ça en avant. Donc ça peut être une très bonne manière de générer de la thune sur TikTok. Je ne sais pas ce que c'est Tu mets que des clips de iShowSpeed, le gros streamer américain. Tu mets des clips des gros streamers là, type de Clavicular, je sais pas quoi, ça génère du trafic de fou. Et donc, avec la monétisation, ça peut générer de l'argent. Et là, c'est un peu du vol de contenu. Mais en fait, il y a plein de streamers qui sont en mode c'est très bien, moi je m'en bats les couilles. Ça participe à mon buzz. Plus il y a de gens qui vont faire des clips de mes streams et les foutre partout, au final, on voit ma gueule partout et je gagne à la fin. Vous voyez? Même s'il y a un manque à gagner sur l'argent, on va dire. Donc, il y a plusieurs techniques, quoi. Donc, ça, c'est le sujet du clipping pour le stream divertissement de manière générale. Le sujet du clipping sur la politique, c'est encore un sujet un peu connexe. Vous voyez? Notamment Twitch gauchiste que vous connaissez, lui fait du clipping. Lui fait du clipping parce que c'est une page d'extrême droite qui a pour but de foutre dans la merde un maximum de streamers de gauche dans une tentative un peu d'intimidation, lancer du harcèlement, tatata, me donner des balles à l'extrême droite pour aller nous taper dessus. Ça, c'est un type de clipping bien particulier. La plupart des trucs de clipping, c'est vraiment en mode oh là là, je vais faire une fanpage de iShowSpeed sur TikTok où je mets des clips de lui où il fait tsou pour essayer de gagner de la thune en générant du clic, quoi. Vous voyez? À la base, c'est vraiment ça le clipping. Donc il y a plusieurs types de clipping, plus ou moins maîtrisés, plus ou moins sauvages, plus ou moins bienveillants, plus ou moins malveillants, plus ou moins volés. Et on va parler de ça aujourd'hui. Et j'en profite pour dire, si vous êtes sur YouTube et aussi sur Twitch, allez me suivre sur Instagram ou TikTok si vous êtes plus team TikTok. Comme ça, vous pourrez voir mes propres clips qu'on fait nous-mêmes. Ça marche assez bien pour moi sur Instagram, grâce au très, très bon travail de Groovy, bien sûr. Excellent monteur, hein. Voilà. C'est de loin là où j'ai le plus de visibilité. Et ça rejoint ce que je disais. Plus un streamer est gros, logiquement, plus là où il va avoir de la visibilité, c'est via des clips en fait. C'est pas via les streams de 4 heures non montés. En fait, c'est la partie émergée de l'iceberg en termes de visibilité, vous là qui me regardez en direct. C'est pas là où j'ai le plus de followers, c'est pas là où j'ai le plus de visibilité. C'est égalité avec YouTube, je dirais. Après, t'as les VOD YouTube où ça donne une visibilité de zinzin en plus. C'est pour ça que moi je m'y suis mis alors qu'à la base je l'ai pas fait. Et ça fonctionne bien. Et après, il y a le produit d'appel, parce que c'est des clips de 1 minute 30, 2 minutes maximum, où là, du coup, ça fait que tu as beaucoup plus de trafic, tu as beaucoup plus de vues, et ça donne une visibilité largement accrue. Bah, c'est les clips sur Instagram, moi, principalement. Et là, c'est plus TikTok. Moi, je upload la même chose sur TikTok et Insta. Et sur Insta, ça me donne une visibilité de fou que j'avais pas avant, quoi. Mais c'est aussi parce que Groovy fait du très bon travail. Et je leur dis, si vous cherchez un monteur pour faire des formats courts ou des formats longs, n'importe quoi, Groovy. Groovy Montage, je vous le recommande chaudement. Il travaille super bien, c'est le meilleur. Je t'embrasse, Groubignol. Mouah. Salut les Sharp, comment ça va? Entre le clipper qui parle du streamer ou le streamer qui react au clipper, Pierre qui roule avant les bœufs à méditer. Ouais, mais ça, on va en parler un petit peu après. Parce que justement, je trouve que le clipping politique, ça a des. Comment dire? C'est pas tout à fait pareil que le clipping sur du divertissement. Si tu fais un clip parce que, oh là là, il s'est passé un truc marrant sur le stream de iShowSpeed, bon bah voilà, au pire, tu grattes de la thune, ça va pas changer grand chose, quoi. Au pire, ça va donner envie d'aller voir iShowSpeed sur ses streams ou de regarder ses VOD, ce genre de choses. Quand tu fais du clipping sur des sujets politiques, en fait, t'influences beaucoup la perception que les gens vont avoir d'un streamer en sélectionnant des moments, juste 1 minute, 2 minutes, une take sur des centaines d'heures et des centaines d'heures où tu parles.
Et je trouve que ça modifie plus la perception qu'on peut avoir des différents streamers, le clipping. Quand on est sur de la politique. Vous voyez là où sur iShowSpeed ou des gros streamers, on voit ces clips, on se dit bon bah ok, hein, c'est un mec qui fait des backflips, un mec qui fait des saltos arrière et des grimaces et qui est fan de Ronaldo quoi. Bon bah oui, c'est iShowSpeed. Un mec qui saute sur son PC en jouant à des jeux vidéo quoi. Ouais, bon c'est iShowSpeed, ça va. Je suis pas sûr que ça déforme franchement ça. Ça déforme franchement ce qu'est iShowSpeed quoi. Mais en fait, dans la politique, dans le stream politique, comme tu parles de plein de choses, de plein de sujets, s'il y a du clipping, ça prend que des tout petits bouts de ce que tu dis, et ça peut donner une vision déformée de ce qu'est réellement ton contenu, s'il y a des gens qui ne te voient que à travers tes clips. Vous voyez. Et ça, c'est un sujet qui pour moi est propre au stream politique. Moi, j'ai des avis biaisés de certains streamers parce que je vois que des clips qui tournent. Et c'est pas eux qui ont choisi de mettre leurs clips en avant. Vous voyez. Parfois, il n'y a pas de contexte. Ils sont probablement beaucoup plus nuancés que juste les clips que je vois d'eux. Et en fonction de qui met le clip en avant, c'est un peu le clipper qui pas dessine, mais qui va dire qui biaise la ligne éditoriale ou la perception qu'on a de la ligne éditoriale d'un streamer quand on parle de la politique. Et je trouve que du coup, le clipping en politique, c'est pas tout à fait comme le clipping sur du divertissement où il n'y a pas trop d'enjeux derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi le clipping des personnalités politiques qui a le même effet baisant. Oui, c'est vrai, on peut parler de clipping, vous c'est pas des streamers, et c'est du clipping tout simplement de gens qui parlent à la télé, et ça existe depuis longtemps. Clipper arrête de clipper. Non, mais de toute façon, c'est le jeu, hein. Moi, je vais pas être en mode genre, arrêtez de me clipper, les gens ont une vision déformée que moi, et j'en ai rien à foutre. Il y a une vision déformée que moi, c'est pas grave, hein. Moi j'ai ma commu, j'ai les gens qui me suivent. Si on a qui ont une vision déformée de moi parce qu'ils voient des clips de gens malveillants ou même de gens bienveillants, hein, ou de gens qui sont ni malveillants ni bienveillants qui veulent juste faire leurs chiffres, bon écoutez, je vais survivre, hein, ça va, hein, c'est le jeu, je vais pas me plaindre, ça va, les affaires marchent bien pour moi. Mais quand même, je trouve qu'il y a. Quand on parle de politique, c'est pas tout à fait le même sujet, vous voyez. Mais bon, là c'est un sujet, du coup, la petite vidéo du monde sur le clipping de manière générale et sur les chaînes, je pense pas qu'ils ont trop parlé de clipping politique peut-être. Donc je vous propose de réacter à ça bien tranquillement. Genre le clip de Ponce, bah c'est cool, il est nul, mais au moins il s'est positionné. Sans clip, il restait ce tocard PS Core dans mon livre. Ah, dans ton livre. Oula, j'étais genre, oui, oh, ça va. Ah, t'es vénère contre Ponce. Pourquoi il a dit quoi, Ponce? Il y a eu un clip de Ponce qui a tourné? J'ai pas suivi. Moi, je suis loin de ça, hein. Moi, je suis plus sur Twitter. Moi, je suis plus là-dedans, moi. Moi, je lis des articles, moi. Je regarde des vidéos des échos maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle au vote LFI? Ah ouais? Bon, moi, personnellement, ça m'étonne pas. Enfin, juste. T'es de gauche, t'as moins de 35 ans en France en 2026, tu veux voter, c'est étonnant qu'il appelle à voter JLM. Un mec comme Ponce voterait pour Raphaël Glucksmann. Quand même. C'est pas si. C'est pas un guérillero, c'est pas les FARC, hein, la France Insoumise. Hein. Ça va, hein, c'est un parti électoraliste, c'est relativement répandu de voter la France Insoumise. Hein. Il a fait 22% en 2022, mais Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vous n'êtes pas si unique parce que vous votez LFI, hein, voilà. Oh, ça me surprend pas. Hein. Je voyais électeur ELV, mais quel ELV? Pourquoi voter pour une Marine Tondelier à 1%? Déjà, est-ce qu'il y aura ELV au présidentiel? C'est juste, encore une fois, il y a un rapport de force qui a d'ores et déjà été remporté par LFI. Il a commencé à être remporté déjà en 2022 avec les 22%, quoi. JLM mainstream en 2027. Mais moi, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je dis depuis un moment déjà. Hein. Je suis pas le seul à le dire, évidemment. Voter LFI, c'est mainstream, je vais voter Jean-Marc Rouillant. Voilà, c'est pas Jean-Marc Rouillant, Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est. T'es jeune et de gauche déjà. Normalement, tu votes Mélenchon hein, en 2027. Genre, qui d'autre? Donc c'est pas si étonnant. Mais bon, tant mieux. Du coup, bah voilà. Là, c'est du clipping qui est censé être malveillant, mais qui du coup, pour les autres gens de gauche, rend Ponce plus sympathique. Vous voyez? Et c'est pour ça, c'est quand c'est du clipping politique, c'est un sujet un peu différent. Mais bref, allez, on va regarder la vidéo du Monde. Le clipping, à l'heure actuelle, c'est l'arme de manipulation de masse la plus puissante. Oh, carrément. Le Monde a enquêté sur une pratique qui... Voilà, iShowSpeed, il est là directement. Donc un des plus gros streamers au monde. Il est premier ex-aequo, il est top 3 quoi. Kai Cenat officiellement est plus gros que iShowSpeed. iShowSpeed vous le devez connaître, c'est un streamer américain, il est super jeune, il a genre 20-21 ans. Et il s'est fait connaître en étant totalement zinzin. En étant très athlétique aussi. Il court très vite, il fait des saltos arrière de toute beauté. Et c'est un fan de Cristiano Ronaldo et il fait des grimaces quoi. Il est vraiment toujours en train de faire. C'est iShowSpeed quoi. Voilà. Verse nos réseaux sociaux. Non, Kai Cenat il a pas arrêté, là, il a repris, mais il a fait une grosse pause. Jusqu'à Kai Cenat, là, il fait ses Streamer University. C'est un événement qui coûte des millions d'euros à produire. Il est top 1 Twitch tracker. Il stream toute la journée dans un événement ultra produit avec des centaines de personnes qui bossent dessus. C'est du 350 000 streamers viewers en moyenne. Quoi. C'est genre c'est à peine du Twitch. Quoi. C'est à peine du Twitch. C'est incompréhensible. Genre, ça n'a rien à voir. Je veux dire, en termes de niveau, du nombre de gens qui regardent ça, de thunes investies,
En France, il y aurait Squeezie qui peut s'asseoir à sa table, quoi. Voilà. Mondialement, c'est iShowSpeed le top 1. Kai Cenat, c'est surtout aux USA. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas trop de non-ricains qui regardent Kai Cenat, iShowSpeed. Et puis, iShowSpeed, c'est pas que Twitch. Hein. C'est Twitch, YouTube, tout un tas de trucs. En vérité, c'est peut-être le streamer le plus connu aujourd'hui, iShowSpeed. De fou. Et là, de toute façon, il était là à tous les matchs de la Coupe du Monde. Il était là. Hein. On lui était invité. Sur M6, on entendait. Et oui, on vient d'entendre une ovation dans le stade, car c'est le YouTuber iShowSpeed qui vient d'apparaître sur l'écran géant. Voilà, iShowSpeed mentionné sur M6 en quart de finale de la France. Hein. On est à ce niveau de fame. Hein. Ce mec-là, c'est une méga superstar. De l'industrie publicitaire. Ces 3 personnes sont ce qu'on appelle des clippers. Et pour revenir à ça, iShowSpeed, là où il a le plus de visibilité de loin, c'est pas les gens qui le regardent en direct, c'est tous les clips de lui qui circulent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et compagnie. Moi, je ne le connais quasiment que via ça, iShowSpeed. J'ai jamais été voir ses lives en direct. Mais des clips, j'en ai vu 1 milliard de iShowSpeed. Plus ou moins longs, plus ou moins biaisés, plus ou moins des edits de cons, ou plus ou moins des clips stylés. Effectivement, c'est là où il a le plus de visibilité, de loin, iShowSpeed, les clips. Ce qu'ils produisent, ce sont des clips. À la base, le clipping, c'est une pratique qui consiste à prendre un extrait d'une vidéo, d'un podcast, d'un live, le découper. L'horrible MrBeast, donc lui c'est le plus gros YouTuber, le MrBeast pour ceux qui savent pas. L'antéchrist réincarné, si vous voulez mon avis. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Cet homme qui ne sait pas sourire, il sourit comme ça. Il fait peur, il me fait vraiment peur. C'est un mec tout pour le buzz. Moi, je n'aime pas ça. Ouais, ce mec est flippant, hein. Mais c'est le plus gros youtubeur parce que c'est vraiment un mec, il est en mode. Ce qu'il faut, c'est que quand tu cliques sur une vidéo de MrBeast, tu ne t'en ailles pas de la vidéo de MrBeast. J'ai un seul but. C'est le pourcentage de rétention d'audience, il faut qu'il soit le plus haut possible. Et donc, c'est des vidéos, c'est du slop avant l'heure, hein. Vraiment. C'est extrêmement slopesque. C'est ultra cut, ça va ultra vite. C'est que en mode de shock value. Ça change de plan toutes les 1 seconde. C'est insupportable à regarder, mais c'est une capacité de rétention d'attention qui est ultra élevée et c'est beaucoup d'enfants qui regardent ça en réalité. Ce mec, s'il pouvait faire des Hunger Games, il le ferait. Il a eu un projet de faire des Hunger Games sur YouTube, mais où tu meurs pas. C'est le mec qui a fait Squid Game IRL dans la vraie vie. Voilà. Bon, du coup, comment résumer MrBeast ? Squid Game, une série qui dénonce le divertissement macabre et la curiosité morbide qui amènerait des riches dans une dystopie à se faire s'entretuer des pauvres pour leur bon plaisir. Ça dénonce des choses, Squid Game. Qu'est-ce qu'il fait, MrBeast ? Il voit Squid Game, il fait « Je vais faire Squid Game dans la vraie vie. » Bon, voilà, Squid Game qui est en mode genre « Qui va gagner 10 millions d'euros au MrBeast Challenge ?» C'est l'enfer, c'est l'enfer. Et lui, pareil, des clips de MrBeast, bon, il y en a plein. Évidemment, un mec qui pèse autant, t'es là, tu veux faire des clips de lui, tu le mets sur TikTok, ça fait des vues. Le monter, rajouter un titre, et ensuite le poster pour faire un peu vivre le contenu. Sur TikTok, il y a beaucoup de ça, plus que sur Une vidéo Insta. YouTube long format de 30 minutes, on peut en tirer 400, 500 clips, sans aucun souci. Alors à la base, c'est une pratique qui est plutôt communautaire, qui est plutôt amatrice, sauf que dernièrement, ça s'est industrialisé. Donc, anime, pour ceux qui connaissent pas. Hein. Là, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la politique, qui connaissent pas forcément beaucoup le milieu de l'influence de Twitch et YouTube. Tiens, dites-moi sur le chat, qui ne connaît pas Anime sur le chat ? Parce que je sais qu'il y a du gros daron qui s'intéresse beaucoup à la pole, mais pas tant que ça au Twitch game. Hein. Moi, de nom. Moi, salut Soyboy. Sondage, je connais pas. Moi, je connais pas. Pourquoi on doit connaître ? Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Donc voilà, je vais expliquer aux vieux du chat. Je dis ça avec une tendresse, hein, une tendresse certaine. Donc Anime, c'est un des plus gros streamers de France à l'heure actuelle. Il a pété il y a pas très longtemps, et notamment avec des clips, quoi. Voilà. Il est chaud, hein, il est chaud en streaming. Son succès sort pas de nulle part. C'est un mec qui. Comment dire ? C'est un mec qui prépare beaucoup ses lives. À chaque fois, il fait des intros avec des déguisements et tout. Des mises en scène. Il fait de la musique, des imitations et tout. En vrai, il est chaud. Hein. Il est chaud. Il a décidé de pousser Twitch. Vous voyez ? Pas dans ses derniers tranchements, mais voilà. Il s'est pas juste dit je vais être là à parler derrière une webcam, quoi. Donc son succès vient aussi de là. Et aussi beaucoup du clipping, quoi. Et maintenant, c'est une méga star, quoi. Voilà. D'ailleurs, ils se connaissent avec iShowSpeed quand ils se croisent. Ils sont en mode genre salut mon gars, ça va ? Yes ! Il est top streamer en France, quoi. Pas un mec bien, je crois. C'est un facho. Ouais, d'autres, c'est pas un facho, Anime. C'est un connard. Bon, j'en sais rien. En vrai, je sais pas trop, mais c'est pas un facho. Dites pas c'est un facho, c'est pas un facho. Je pense vraiment pas. Hein. Sauf que dernièrement, ça s'est industrialisé. Il y a des agences qui sont créées, toute une économie parallèle en fait qui s'est mise en place pour générer du clip au kilomètre, pour c'est un gamin créer à de la la limite, quoi. viralité. Il harcelait Théodora. Il y a pas eu de la déformation de propos là-dedans. Parce que je vois de quoi vous parlez. C'est juste qu'il était dans le même collège, le même lycée que Théodora. Et du coup, il y a des gens qui étaient en mode genre, ça se voit que c'était le genre de gars qui harcelait Théodora. Il s'aimait juste pas trop, je sais pas quoi. Moi, c'est la déformation de fou furieux, on est d'accord, quoi. Mais voilà, c'est un gros faf carrément. Waouh. Il fait des blagues racistes de fou. Il a dit des dingueries. Bon, il a dû dire des dingueries peut-être.
Il a lâché beaucoup de propos racistes. Des propos racistes, genre des blagues pas drôles, des blagues un peu limites. Parce qu'il est pas pote qu'avec des blancs, Anime. Il a plein de potes, c'est des rebeux et des noirs. Après, ça veut rien dire, je suis pas raciste, j'ai mes amis noirs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas plus s'il a fait de l'humour un peu de con, des blagues racistes un peu pas drôles. Mais de là à dire, il est raciste, je sais pas. Bon, je sais pas. Artificiel. Dans cette vidéo, les clippers nous dévoilent les coulisses de ce secteur en pleine expansion. Ouais, voilà, c'est de l'humour Vous allez à la con, comprendre quoi. comment ça fonctionne, combien les clippers sont payés, qui en profite et comment le clipping pourrait jouer un rôle clé lors de la prochaine campagne présidentielle. Ah, donc ça parle un peu de la politique quand même. C'est vrai que quand on parle de clipping, on peut penser à Glupatate, typiquement, c'est un clipper. Hein. Mais lui, là où il est bon, Glupatate, c'est que c'est un clipper, mais il fait ça avec vraiment un objectif militant. Il est pas là pour juste créer du pognon. Il est pas là pour juste se faire des billets facilement en clippant tout et n'importe quoi. Vous voyez, Glupatate, c'est un mec qui a une démarche militante, vraiment. Glupatate, le GOAT, il est très très fort, il est très très fort. Et c'est tellement un mec qui a une démarche militante qu'il est en mode bon, on a besoin de financement pour Glupatate, pour l'année prochaine, ça va être une grosse année. Donnez-nous de l'argent qu'on puisse salarier des monteurs et puis bien faire notre boulot, quoi. Il est pas là à faire du slop sous IA nul à chier pour essayer d'aller choper de la monétisation TikTok, quoi. Lui, il le fait dans une démarche militante pour le coup, Glupatate. Et c'est ça qui fait que c'est le meilleur. En plus, il est très sympa. Pour comprendre, il faut commencer par rencontrer Emrah Bayraktar. Ça a un profil un peu pionnier. Bon, du coup, on parlera de l'aspect politique du clipping plus quand eux ils en parleront. Voilà. En 2022, Emrah Bayraktar tombe sur une annonce d'Andrew Tate, un influenceur masculiniste qui recherche des gens pour un projet mystérieux rémunéré. Andrew Tate, à ce moment-là, il sait qu'il est marginalisé et il veut trouver une manière Vas-y, d'exister, Zéla. de porter sa personne, ses idées, ses valeurs sur le paysage numérique. Et donc, Voilà, là vous avez un nazi pour le coup, Andrew Tate. Andrew Tate condamné pour traite d'êtres humains et proxénétisme en Roumanie ou en Bulgarie, je me souviens plus. Lui, c'est vraiment une ordure finie, quoi. C'est une ordure finie. Lui il fait du montage, pas du clipping. C'est du clipping très travaillé. Ouais, c'est en Roumanie, c'est ça. Et oui, violence sexuelle et tout, quoi. Enfin, il a été condamné à la prison ferme. Enfin, et en plus, il traîne avec les pires suprémacistes blancs de l'enfer. En cours d'extradition au Royaume-Uni, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc oui, Glupatate, c'est une forme de clipping, mais c'est du clipping de qualité avec beaucoup de montage et c'est ce que je disais, c'est pas juste en mode il fait passer une IA sur un stream d'un mec connu ou son but c'est pas de créer un maximum de contenu avec Jean-Luc Mélenchon pour générer du trafic, quoi. Il y a une qualité derrière, le but c'est il y a une démarche militante et tout, c'est un peu différent, mais on peut mettre ça dans le clipping, quoi. Voilà. Bref. il va avoir l'idée de créer un réseau de clippers Vous voyez, ça je dis beaucoup, vous voyez. At some point, we were C'est vrai, with c'est vrai. more than 20,000 people. Et ces 20 000 clippers, dont fait partie Emrah Bayraktar, vont faire percer Andrew Tate sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos qui visent à le rendre charismatique, They call me, I'm the hero. I'm the Batman. ou qui permettent de véhiculer ses idées masculinistes. Your woman wouldn't wait for you if you went to jail for 5 years. Why are you with her? It's like whenever like a Ils ont parlé de 20 000 clippers juste pour Andrew Tate. Waouh. big news article comes Comme out, Clavicular, ils vont en parler après Clavicular, qui est un influenceur masculiniste, Lux Maxer aussi, quoi. we were tasked like, okay, this is like massive attention from mainstream media. We use it in our videos as like the hook to gain people's attention, but then we switch it to Tate to like prove them wrong. We used it for our own pages and for our own benefit, and it worked. His whole principle was any attention is good. Un autre exemple qui permet de montrer l'impact du clipping, Voilà, on va parler c'est le cas Clavicular. de Clavicular. Il s'agit aussi d'un influenceur masculiniste. Aujourd'hui, c'est une figure très identifiée, mais il y a un an, il était peu connu. Oui. S'il streamait sur Kik à la base, et 99% des gens qui connaissent Clavicular le connaissent via les clips qui circulent, quoi. Ou souvent, il est absolument ridicule. Il y a parfois des clips un peu à son honneur, mais souvent, c'est des clips pour se foutre de sa gueule, quoi. Et il y a eu du clipping de Clavicular, il y a eu des moments où moi je suivais ça avec attention, c'était trop marrant, hein. Le moment où il s'est fait brutally frame mog par le Asufrat Leader, après avoir été en jester maxing, l'augmentation de son taux de cortisol. C'était très drôle, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé toute cette phase de clipping sur Clavicular. Ça a modifié mon vocabulaire, hein. Si je dis machin maxing aujourd'hui, c'est à cause de trucs de clipping de Clavicular, hein. Traduction, il n'y a pas à traduire. Si vous étiez là, si vous comprenez de quoi je parle, vous comprenez de quoi je parle. Sans ça, vous comprenez pas de quoi je parle et j'ai la flemme de vous expliquer. Non, je rigole, mais en gros, c'est un Lux Maxer Clavicular. Donc le Lux Maxing, c'est des espèces de mascus bizarres qui veulent augmenter leur beauté au maximum. Donc ils ont des pratiques super bizarres où ils se tapent le visage avec un petit marteau pour se renforcer les muscles, les trucs d'ici, les pommettes. Ils estiment qu'il y a une beauté objective et qu'on peut avoir l'air d'un Tchad.
il faut maximiser son look. En faisant du sport, en prenant des stéroïdes, en faisant de la chirurgie esthétique et en faisant des techniques bizarres à coups de marteau, quoi. Voilà. Alors en France, il n'y a pas vraiment de Luxmaxer. Hein. Même aux États-Unis, c'est un truc qui reste assez marginal, mais il y a cet influenceur Luxmaxer là qui a un buzz de fou, mais 95% des gens qui le connaissent, c'est pour se foutre de sa gueule. C'est un bouffon. Il est en jester maxing finalement, quoi. Et donc les Luxmaxers ont tout un tas de vocabulaire incompréhensible pour le non-initié, un peu comme les pick-up artistes à l'époque. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est vraiment, ils théorisent tout un tas de trucs sur les relations humaines et sur la beauté masculine, pas trop sur la beauté féminine, hein, pour essayer de maximiser leur look. Et donc ils ont tout un jargon incompréhensible. Et des clippers, pour se foutre de la gueule de Clavicular, ont commencé à faire des clips de Clavicular où ils exagéraient le jargon des Luxmaxers. Et donc il dit en mode genre, ah là là, il s'est fait frame mog parce qu'il était en jester maxing. Ce qui veut quasiment rien dire en fait, mais c'est pour se foutre de la gueule de Clavicular, des Luxmaxers et de tourner tout ce délire-là au ridicule, quoi. Et donc du coup c'est devenu une blague. Le mec il était flippant à la base. Le Luxmaxer qui injecte sa petite amie mineure avec des peptides je sais pas quoi là dans les joues en direct sur Kick, qui a écrasé un mec avec son Cybertruck de Tesla. Moi, quand j'ai entendu parler de Clavicular, ce mec me faisait flipper. Je disais, ce mec-là, c'est Patrick Bateman dans la vraie vie. C'est un psychopathe, ce gars-là. Genre, vraiment, il est flippant. C'est ça maintenant, c'est ça les États-Unis à l'heure actuelle. Ce mec-là me faisait flipper la première fois quand je l'ai connu. Et après, en fait, il est passé pour un immense bouffon pour tout un tas de raisons différentes. Notamment à un moment donné où il avait fait tout un live avec Andrew Tate, justement, mais aussi Nick Fuentes, un néo-nazi américain, et tout un tas de connards, là, comment il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Enfin, les pires streamers américains, quoi. Et après, ils avaient écouté le morceau de Kanye West, Nazi, dans un club à Miami. Ils se sont pris une méga sauce. Et à partir de là, ça a commencé à être un début de downfall. Et c'est à ce moment-là aussi où certains clippers ont décidé de totalement le tourner en ridicule, en faisant des clips de lui et en se foutant de la gueule des Luxmaxers. Et donc, du coup, c'était en mode genre. Tu voyais un extrait de ses lives IRL où à un moment donné, il avait l'air un peu stressé parce qu'il y a des meufs qui arrivent et il sait pas quoi dire et il passe pour un con. Et donc, c'était vraiment en mode genre, oh là là, regardez. Il était en train de jester. Pour réduire il a eu un pic de cortisol, un cortisol spike. Au moment où des fémoïdes 9 sur 10 arrivent, il a dû arrêter son jester gooning et son jester maxing parce qu'il s'est fait mog par un Tchad 9 sur 10, tu vois. que du jargon incompréhensible cortisol maxing, exactement. Que du jargon incompréhensible pour se foutre de sa gueule et se foutre de la gueule des Luxmaxers. Et du coup, ça a fait rire beaucoup de gens, dont moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et après, ça s'est barré en couille et c'était vraiment, ça en a fait toute une épopée. Parce qu'après, du coup, il a fait des lives où il a été dans la ISU, c'est une université américaine, de l'Arizona. C'est de l'Arizona State University. Il a fait un live là-bas où il faisait de la muscu avec des Américains, quoi. Et du coup, il y a un mec qu'on a appelé ASU Frat Leader, qui en gros, qui était le leader de la confrérie de l'université d'État de l'Arizona, ASU Frat Leader. Et c'est un mec qui a des épaules très très larges et qui est ultra musclé comme ça. Et du coup, c'était en mode genre, alerte! Alerte, Clavicular s'est fait brutalement frame mog par le ASU Frat Leader. Enfin bon, bref. Ceux qui étaient là à ce moment-là s'en souviennent peut-être. C'était très très drôle. Et moi, vraiment, qui avait peur de ce gars-là, j'étais en mode, mais c'est un psychopathe ce mec. C'est un psychopathe, ce qui représente. Dites-vous, on en avait parlé à l'UMA. Hein. On avait parlé à l'UMA à un moment donné, on avait parlé de l'affaire Jean Pormanov, etc. Et moi, j'avais parlé de Clavicular en mode genre, il est flippant ce gars-là. Si c'est ça l'avenir d'Internet, j'ai peur. Et du coup, après, ce mec est devenu un immense bouffon. Tout le monde s'est mis à se foutre de sa gueule via du clipping, mais du clipping à son dépens. Mais il a été plus connu que jamais, quoi. Et donc, du coup, moi, ça a dégrossi le truc dans mon esprit. J'étais en mode, non. Ah non, c'est un sgeg. Non, ça va, il est pas dangereux. C'est un sgeg. Voilà. Donc, bon. Tout ça pour dire que moi, le moment où il s'est fait brutally frame mog par le ASU Fred Leader alors qu'il était mid-jester maxing et que j'ai vu ses premiers cortisol spikes face à des fémoïdes 9 sur 10, ça m'a fait du bien de voir ça. Après, il y a Androgenic, vraiment top 3 des Tchad, qui est venu aux États-Unis, qui s'est fait arracher sa perruque. J'adore. Hein. Ça m'a fait du bien de voir ça. Et tout ça, c'est du clipping en réalité. Tout ça, c'est du clipping. C'est normal que vous compreniez rien, c'est fait exprès. Et cette ascension fulgurante est due principalement à une chose. Entre mars et avril 2026, il a investi entre 500 et 700 000 $ dans des campagnes de clipping. Donc, il a investi cet argent dans une armée de clippers. Il y en avait à peu près 1500. Et en seulement un mois, il y a 70 000 vidéos de lui qui sont arrivées sur le web. Et ces 70 000 clips, ça a représenté 2,2 milliards de vues au cumulé. Première question, d'où il a sorti ces 600 000 $? Il n'était pas confidentiel, il tournait bien sur Kik, mais il avait plusieurs milliers de viewers. Mais il sortait d'où les 700 000 $? 1500 groupies, ouais. Sa boîte de prod, mais les darons.
Il a une société de prod derrière, mais il produit quoi? Attendez. Parce que c'était un influenceur Luxmaxer sur Kik, je pense qu'il s'est fait grave de la thune là-dessus. Mais 500 à 700 000 $, non, on parle de Clavicular. Il y en a qui disent qu'il est financé par Peter Thiel de Palantir. C'est daron. Attendez. Oh, waouh, je savais pas tout ça. Je savais pas qu'en fait, que les mecs qui ont des stratégies de clipping, ils foutent des centaines de milliers de dollars pour ça. Ceci explique cela, en fait. Ok. Mais iShowSpeed, ça va être monstrueux alors. Hein. Il les paye iShowSpeed, tous ces clippers. iShowSpeed, lui, il a des millions et des millions et des millions qui le suivent, donc il a dû générer beaucoup de gens. Bon, alors, juste pour finir sur Clavicular. Braden Eric Peters, né le 17 décembre 2005 à Hoboken, connu en ligne sous le nom de Clavicular, est un vidéaste streamer et influenceur web américain. Il se fait connaître au milieu des années 2020 sur Kik et TikTok pour son contenu de looksmaxing, que certains commentateurs qualifient d'extrême et de controversé, notamment en raison de la pratique telle que le bone smashing et l'utilisation présumée de méthamphétamine pour rester mince. Il l'a confirmé derrière. Il a fini par arrêter de prendre tous les produits qu'il prenait parce qu'il allait mourir. Il ne pouvait plus avoir d'érection parce qu'il prenait trop de stéroïdes. C'est ce genre de gars, un fou furieux. En décembre 2025, un extrait de diffusion en direct de Clavicular frappant un homme avec une Tesla Cybertruck devient viral en ligne et le fait connaître à un plus large public, tout comme son interview avec le commentateur politique de droite Michael Knowles, dans laquelle il qualifie le vice-président des États-Unis J.D. Vance de sous-humain, le comparant au gouverneur de Californie Gavin Newsom qu'il qualifie de Tchad. Aucun de ces mots n'est écrit dans la Bible. Suite aux controverses, lorsqu'il apparaît aux côtés de streamers d'extrême droite dont des figures telles que Nick Fuentes et Sneako, c'est lui que je cherchais il y a pas longtemps, Clavicular se décrit comme apolitique. C'est pour ça, il a été un peu nazi à un moment donné, mais du coup, il est en mode non, je suis apolitique. Avant tout, c'est le buzz qui l'intéresse, quoi. Donc c'est un influenceur mascu bizarre, mais s'il faut être nazi pour aller gratter des vues, il le fait. S'il faut arrêter d'être nazi pour continuer à gratter des vues, il le fait aussi, quoi. C'est tout pour le buzz, quoi. Tout pour le buzz. Mais bon, c'est une belle page Wikipédia, quoi. Bon, bref, mais d'où est-ce qu'il sortait la thunasse, quoi? On lui a filé de la thune. Ou alors il a emprunté, je sais pas, genre, d'où il sortait la thune? En voyant le potentiel de faire émerger des idées ou des profils, plusieurs industries s'y sont intéressées, on va le voir, et les clippers comme Emrah Bayraktar se sont organisés et ont monté des agences. C'est le cas du français Lucas, fondateur de Clippers. C'est l'une des plus grosses agences de clipping aujourd'hui en France et même en Europe. Il a accepté de tout nous raconter à une condition, qu'on ne voit pas son visage. On a posté 2700 clips le mois dernier. On a 337 clippers actifs. Quand je dis actifs, c'est qu'ils ont posté minimum une fois par jour pendant 30 jours le dernier mois. Mais sinon, dans la communauté WhatsApp, on est plus de 600. Ce genre d'agence aujourd'hui. Donc il y a des streamers qui lâchent des gros billets à ce genre d'agence pour qu'il y ait un maximum de clips sur leur gueule. Sachant qu'en plus, ça doit être full IA ces trucs-là, hein, j'imagine. Pour extraire des clips, il doit faire passer des IA dans des retranscriptions texte qui extrait des clips en masse. Parce que souvent, c'est des clips de merde qui durent quelques secondes, quelques dizaines de secondes, pas plus, quoi. Vous voyez, nous, avec Groovy, c'est une strat qui n'a rien à voir avec ça. Avec Groovy, on fait 1 ou 2 clips montés par live, où on réfléchit à quel truc on met en avant. Et il y a vraiment Groovy derrière qui arrive, qui met tous les petits sous-titres, et on essaie de faire ça bien pour avoir un truc fini qui est de qualité. Le but, c'est pas d'inonder, c'est d'avoir des clips qui sont cool à regarder, quoi. Et c'est... Là, depuis le début, en 1 an et demi, on a bossé ensemble. On est à 220 publications sur Instagram, sachant qu'il y en a, c'est pas Groovy. Donc on doit approcher les 200 Reels Insta avec Groobignol. En 1 an et demi. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec la force de frappe de ces agences dont on parle. Et puis surtout, nous, c'est fait main. On en discute avant, qu'est-ce qu'on met en avant. Le but, c'est que ça soit aussi une vitrine un petit peu pour mes lives, quoi. Donc c'est pas du tout la même strat. Voilà. Lui travaille avec des labels, travaille avec des marques de vêtements, avec des plateformes de e-commerce, avec des studios de distribution de films. Tout le monde utilise du clipping, que ce soit les politiques, les entrepreneurs, les marques, les sociétés, le e-commerce, absolument tout le monde. Okay. Pour moi, le clipping, c'est juste du sponsoring et de la publicité qui coûte un peu moins cher. Voilà comment ça fonctionne. Ok. On a un clipper comme Lucas, il fonde son entreprise, il en est l'administrateur. Une marque ou une personne le contacte avec 10 000 € pour promouvoir un contenu et fournit la matière visuelle. L'administrateur transmet alors cette demande à tout son réseau de clippers et ces clippers vont chacun faire des vidéos qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est du clipping bio élevé en plein air, label rouge, exactement. Mais ça palpe, mais oui. Mais du coup, les méga stars, Squeezie, il fait ça alors? Les Squeezie et compagnie, ils passent par des agences de clipping? Parce que moi, je pensais que dans le clipping, souvent, c'était des gens en amateur qui faisaient ça pour tenter de gratter de la thune, quoi. Ou même comme Fat Giorno avec la team du lundi, typiquement, pour ceux qui connaissent.
Fat Journo, c'est un mec qui a commencé à faire des clips à la main, parce que c'était un fan des streamers de la team du lundi, notamment Antoine Daniel et tout. Il a commencé à mettre des extraits sur internet, ça marchait archi bien, et au final, les gars étaient en mode ok, toi t'as le droit, t'es notre pote. Parce que ça nous donne de la visibilité et c'est gagnant pour tout le monde. Mais en fait, maintenant, c'est carrément par des agences de clipping, quoi. Je pense que Squeezie doit avoir un employé où le monteur s'en charge. Mais là, on parle d'agences où c'est des centaines de personnes qui bossent dedans pour inonder les plateformes. Il a des monteurs et tout, mais la plupart n'ont pas besoin. Regarde la Sanabi, les mecs font ça dans le coin, ils se ralassent comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Puis Asanabi, il a ses comptes officiels où ça fait du contenu monté, un peu comme moi je fais avec Groovy aussi, quoi. D'ailleurs, Groovy s'est inspiré des meilleurs. Il s'est inspiré du monteur de Asanabi. Hein. Voilà. Parfois, faut pas se faire chier. Il est en mode genre, ok, ils font comme ça, eux, vas-y. Si vous connaissez Asanabi, vous aurez peut-être remarqué que les sous-titres de Groovy ressemblent un peu aux sous-titres qu'il y a dans les TikTok de Asanabi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Plusieurs C'est modes que de Groovy est rémunération. trop fort. Groovy a de la suite dans les idées. Il est en mode genre, bon, comment on peut faire un maximum de vues sans que ça change rien au contenu politique qu'il y a derrière et au discours qu'on met en avant. Dans le format, qu'est-ce qui fonctionne? Mais il a regardé le format d'Asanabi, puis on s'est dit, bah vas-y, on va tester, et en fait ça marche bien. Quoi. Voilà. Et le plus courant, c'est celui qui consiste à rémunérer le clipper au nombre de milliers de vues. Donc l'idée, c'est que je suis un clipper, je vois qu'il y a une vidéo à clipper, et le forfait, c'est tous les 10 000 vues, je gagne 3 euros, par exemple. Ah, c'est comme ça qu'ils font? C'est au nombre de vues? Nous, avec Groovy, c'est à la vidéo. Il y a un prix par vidéo qui monte. Et bien donc du coup, je vais générer du clip pour essayer de poster le plus de clips possible, et en fait, espérer que une de mes vidéos, un de mes clips, devienne viral et fasse 50 000, 100 000, 1 million de vues, parce que dans ce cas-là, c'est banco pour moi. On payait uniquement à la performance et uniquement au nombre de vues qu'ils font. 10 000 vues 30 euros? Non, on disait 10 000 vues 3 euros. 10 000 vues 30 euros, c'est énorme. Hein. C'est l'ancien modèle de rémunération de YouTube en fait. Bah ouais, bon, encore maintenant. Hein. Donc, et c'est comme ça qu'en fait on trouve l'accord avec le client et que le client est satisfait parce qu'en fait il paye que de la performance, il paye pas un nombre de vidéos comme des monteurs vidéo. Donc si pour faire 1 million de vues il a besoin de 200 vidéos, il fera 200 vidéos. Alors qu'un monteur, s'il est payé pour 200 vidéos, il fait ses 200 vidéos et si ça fait 10 000 vues au total, ben tant pis pour la personne qui l'a payé quoi. Ok, bah nous c'est ce qu'on fait du coup avec Groovy. D'accord. 1 million de vues, le clip ça fait 3 000 euros. Ah non, là on a des clips à 1 million de vues avec Groovy. Hein. Là l'avant-dernier qu'on a posté, il a fait 1,2 million. Selon Lucas, C'est pour ça, genre, qu'est-ce qu'on a besoin des clippers, payer 10 000 balles un clipper pour aller faire le milli? Avec des bons monteurs vidéo, bio, label rouge bien de chez nous. Ah, on fait ça bien. C'est légal de payer comme ça? Au nombre de vues? Je sais pas du tout. Groovy, on entend avoir le seum. Tu m'envoies un MP, Groovy. Tu m'envoies un MP. Je l'ai augmenté 2 fois, je fais comme je peux. Non, franchement, c'est un partenariat de confiance entre nous, hein, je pense. Bon, dis-moi ce que t'en penses. Bref, peu importe. clipper dans son agence gagne en moyenne entre 500 et 1000 euros par mois. En tout cas, voilà, si t'as besoin de tunas, Groovy, tu sais ce qu'il te reste à faire pour travailler pour d'autres. Tu vas voir le gars, là, t'es en mode genre bonjour. J'ai un bon CV, regardez mes clips. Moi, les millions de vues, je les fais de temps en temps. Hein. Les clippers en général ne travaillent pas que pour une agence. En fait, c'est des micro-travailleurs du clic qui travaillent pour plein d'agences et qui sont sur plein de canaux. Ah le non, c'est secteur 300 euros culturel pour a un million de vues. bien Ok, d'accord. compris la puissance de cet outil. C'est ce que reflète l'histoire de Joe Lim, un Américain qui a monté son agence de clipping. Jolim, il incarne cette volonté de mainstreamiser le clipping et de l'amener dans des grandes industries culturelles. We worked with Ouais, every va big postuler chez Clavicula. Hein. record label like Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, and the independent record labels like Empire. Donc il va créer en fait des agences, il va créer un réseau assez colossal de clippers à ces fins-là. We had 40,000 users on our platform, linking 65,000 social media accounts. We were posting at the magnitude of 50,000 videos per day at 50 000 vidéos par jour. C'est une seule agence, hein, c'est pas sur un seul compte. Il explique que c'est dans l'agence, il y a des milliers et des milliers de comptes, ça peut poster jusqu'à 50 000 clips en une seule journée. La boîte, elle bosse bien. Hein. our peak. Le cinéma s'empare également du clipping et c'est très visible sur ce site par exemple. Il s'agit d'une plateforme de clipping spécialisée dans l'industrie cinématographique. On voit ici des challenges, ce sont en fait les commandes de sociétés de distribution, de studios qui font appel aux clippers pour promouvoir leurs films. Prenons la dernière campagne en cours, celle pour le film Des Mignons 2 euros de CPM? 2 euros pour 1000 vues? C'est énorme. Hein. et des monstres.
Universal a mis Énorme, 2 3 € pour 000 1000 euros, rémunéré 2 € les 1000 vues, a donné un brief. 2 € les 1000 vues. C'est gigantesque comme CPM. Ils ont de la tunasse. Hein. 2 € les 1000 vues. Moi, si Instagram rémunérait les vues à 2000 € les 1000 vues, à 2 € les 1000 vues, j'aurais gagné 8000 balles juste avec Instagram ce mois-ci. Je gagne 0 € avec Instagram. Hein. Pour vous dire. Ça va vite les vues. Hein. Ouais, remarque, ouais, par rapport à une campagne de pub traditionnelle, ouais, j'avoue ça. Juste qu'ils ont de la tunasse, quoi. Waouh. C'est vrai qu'une campagne de pub, ils payent 10 000 balles. C'est pas... 10 000 balles, c'est 5 millions de vues. En vrai, non, c'est pas cher. Hein. Non, j'avoue. Alors que dans le monde de la pub, 2 € les 1000 vues, c'est rien. C'est vrai que j'arrive pas à comparer ça à la télé. Je me rends pas compte de l'industrie télévisuelle, la thune qui circule là-dedans. C'est vrai que tu compares ça à une pub sur un spot de pub sur M6. En fait, non, c'est pas cher. Oh, waouh. Mais du coup, ça me fait réfléchir à moi et mon modèle, quoi. Je suis en mode genre. Ok. Ainsi que des vidéos à disposition. Et ici, coup, j'ai on la peut visibilité, ensuite quoi. voir tous les clips qui ont été réalisés. Et ça, c'est Henry. Eh, bello. On n'est plus des méchants. Évidemment, ce site n'a pas été fait pour qu'il puisse être consulté par des journalistes curieux, mais il est quand même très transparent puisque. Enfin, du coup, quand je dis ça, je me dis, nous, les streamers et les créateurs de contenu en ligne indépendants, on fait beaucoup avec pas grand-chose quand même, on est d'accord. On fait beaucoup avec pas grand-chose. Universal, ils sont prêts à lâcher des 10 000 balles pour faire quelques millions de vues. Nous, on fait ça à la mano avec Groupie en semi-pro, quoi. Je trouve ça assez vertigineux au final comme sujet. Ok. Produit Je découvre d'appel. des choses. Hein. Et donc on voit dessus. Nous, on est vraiment petits joueurs niveau tunas sans offense. Hein. Vraiment, ouais. On est petits joueurs, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Et pourtant, niveau thune, on est petits joueurs. Mais niveau stats sur Insta, ça va. Hein. Ça va. Hein. Le nombre de clips qui sont générés, on voit quelles sont les sociétés de distribution qui sont impliquées, quels sont les films qui ont bénéficié de ces campagnes. Le clipping n'est évidemment pas magique, il doit se baser sur une œuvre ou un produit qui donne envie aux internautes. Le clipping ne crée pas le succès et ne crée pas de lui-même en fait l'engouement pour une œuvre. Oui. Par contre, c'est un outil complémentaire qui permet de conquérir certains publics, notamment sur les réseaux. Ouais, c'est de la pub, quoi. C'est de la pub. C'est rémunérateur Instagram? Non, il n'y a pas de monétisation sur Instagram. Sur Instagram, sur TikTok, il y en a, mais c'est très aléatoire, le RPM, le revenu par millier de vues. C'est extrêmement aléatoire. Et moi, j'ai fait beaucoup moins de vues sur TikTok que sur Insta. Et en plus, mon RPM, il était buggé, il était à 0 pendant assez longtemps. Là, il décolle un tout petit peu. Mais bon, ça rapporte pas du tout de chiffre d'affaires, d'argent, là, tous ces clips. Mais en termes de visibilité, Instagram, bah, c'est pareil. Donc, moi, du coup, c'est pas les mêmes budgets qu'Universal. Mais Groupie, le salaire qu'il prend, c'est pas un salaire, mais le chèque qu'il prend tous les mois pour Instagram, c'est de l'argent c'est pas un investissement qui me rapporte de l'argent à moi derrière, quoi. C'est pas du tout ça la logique. C'est une logique de publicitaire en final. Parce que il y a une partie de ce que je gagne. Du coup, je paye Groupie pour qu'on ait des Reels Insta et des trucs TikTok pour faire la visibilité. Et en fait, ça marche bien, c'est rentable. Il y a des gens qui me découvrent via Insta, après ils vont aller voir les VOD sur YouTube à force de me voir, ils sont en mode genre vas-y, je vais les regarder un peu plus. Et après, ceux qui regardent les VOD sur YouTube, il y en a certains qui viennent jusque sur Twitch, quoi. Donc en fait, c'est rentable, mais c'est l'équivalent de mon budget publicité finalement, c'est de payer Groupignol pour que Instagram principalement soit la vitrine de ce que je fais sur Internet, quoi. Mais c'est une logique entrepreneuriale finalement. C'est une logique entrepreneuriale, publicitaire, c'est comme ça. Mais bah, je suis créateur de contenu, hein, c'est comme ça. Je joue le jeu. Oui, c'est mon cas, bonjour. Mais il y en a plein, je pense, maintenant qui me disent j'ai découvert sur Instagram. Il suffit de regarder. J'ai 75 000 abonnés sur Instagram aujourd'hui. J'en ai 3 fois plus sur Insta que sur Twitch, alors que je suis streamer. Logique de droitard horrible, mais c'est pas une logique de droitard forcément. C'est une logique de gagner de la visibilité. Je vous rappelle que quand on a un discours politique et qu'on essaye de faire véhiculer ses idées au plus grand nombre. Non, tu rigoles, ok, tu rigoles. Quand on essaye de faire véhiculer ses idées au plus grand nombre, avoir la visibilité, c'est une bonne chose. C'est une logique capitaliste. C'est une logique de marché, en tout cas. C'est une logique entrepreneuriale. Capitaliste, je sais pas si on peut dire ça, parce que c'est du pur auto-entrepreneuriat. Après, il y a l'idée de scale un peu quand même. Capitaliste, peut-être, mais c'est une logique entrepreneuriale de marché. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais je suis. Bah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Je suis un gros streamer. Je suis un peu comme un patron. Je suis encore en auto-entreprise, mais il y a peut-être même un monde où je vais devoir fonder une SASU ou un truc comme ça. Hein. C'est le jeu. Moi, j'ai décidé de jouer le jeu. Mais ça veut pas dire que je fais ça pour la thune, mais à un moment donné, moi, j'ai quand même pour objectif de grossir. Si je peux grossir, j'ai envie de grossir. Pas à n'importe quel prix. Mais si le prix, c'est travailler avec un monteur pour mettre en avant des séquences sur Instagram, bah ça va, c'est pas de la compromission. C'est pas changer mon discours.
voyez? Et puis, il y a plusieurs modèles de financement. Moi, j'ai aucune pub. Enfin, si, il y a des pubs sur YouTube. Il y a des pubs sur YouTube. Mais j'ai aucun contenu sponsorisé, quoi que ce soit. Le modèle économique des gros streamers, le modèle économique des gros youtubeurs, c'est la sponsorisation. Quand ils font des vidéos, ils sont en mode genre cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Et bim, hop là, tu prends ton chèque. Moi, je prends pas de chèque par rapport au contenu sponsorisé ou par rapport à la pub. Donc du coup, bah voilà quoi. J'essaie de faire autrement. T'as pas besoin de monteur si tu veux grossir, faut bouffe maxing, c'est tout. Non, grossir au sens entrepreneurial du terme. Non, t'es capitaliste? Bah ok. Gagner sa vie, c'est capitaliste. Oui, voilà, ouais, on est d'accord. Non, mais c'est pas que gagner ma vie. Moi, je pourrais me dire, ok, c'est bon. J'ai pas besoin de grossir plus, je continue à faire ça. Moi, j'ai mon salaire à la fin du mois, y a pas de souci, hein, je pourrais juste continuer comme ça, quoi. Mais moi, j'ai envie de voir, j'ai envie de grossir, c'est possible, voir jusqu'où ça peut aller. Pour des raisons qui sont plutôt de l'ordre de l'entrepreneuriat, c'est vrai. Mais pas que. Parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais. Si le but, c'est de faire véhiculer nos idées au maximum, occuper le terrain sur Internet, etc., la visibilité, bah, c'est bien. Voilà. Si on veut faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour 2027, vaut mieux le faire avec 5000 viewers et des trucs qui font des millions de vues sur Instagram, vouloir le faire avec 100 viewers et pas de compte Insta. Voilà. C'est un peu cynique, peut-être. C'est un peu cynique. C'est vrai. Mais bon. Je pense que vous pouvez tous comprendre l'utilité de grossir quand on a une parole politique aussi, quoi. C'est juste que c'est un truc un peu bizarre où, bah, je vais pas vous mytho, hein. Je vais pas vous mytho, c'est mon métier, c'est mon travail. J'ai un rapport qui est aussi entrepreneurial à ça. Mais cela dit, si je grossis, ça m'arrange d'un point de vue entrepreneurial. Normal. Parce que, in fine, ça me rapportera plus d'argent, plus de visibilité. C'est aussi pour les stats, parce que j'aime bien les stats, quoi, vous voyez. Mais aussi, ça me rapportera de la visibilité qui, d'un point de vue de mon engagement politique et d'un point de vue militant, bah, ça fait que ma parole porte plus. Donc bon. Mais je vais pas vous mytho, il y a une vision entrepreneuriale là-dedans aussi, quoi. Mais est-ce que les deux sont incompatibles? Vu ce que je fais sur Twitch. Je sais pas si les deux sont incompatibles. Moi, je pense pas. Mais en tout cas, il faut garder ça dans un coin de sa tête. Faut pas se mentir à soi-même. Et à partir de là, on pourra réfléchir à peu près droitement pour voir comment avoir la meilleure parole, quoi. Voilà. Faut pas être d'élu, c'est normal. Oui, voilà. Et puis bon, vouloir scale, entre guillemets. En gros, c'est quoi que j'ai fait pour me dire, vas-y, on va essayer de passer à la vitesse supérieure? C'est me dire, je vais uploader... je suis pas sur YouTube, donc j'ai un gros manque de visibilité là-dessus. Je vais uploader les séquences que je fais en live sur YouTube pour avoir plus de visibilité. Et en plus, bah, avec l'argent de la pub YouTube, ça augmentera mon chiffre d'affaires, c'est tout bénef. Faut que je le fasse. C'est du travail en plus, mais je me suis dit, vas-y, faut que je le fasse. Si je veux grossir un peu plus et avoir plus de visibilité, c'est la même chose. Il faut que je le fasse. Je me suis mis à faire ça. Et Groupie, en plus, c'est lui qui est venu me proposer de travailler avec moi. Et je dis, vas-y, mais si on fait ça, on va faire ça comme des pros. À la base, c'était comme ça que ça s'est passé. Hein. Il m'a proposé, je lui ai dit, vas-y, let's go. Et du coup, payer un monteur, Groupie, pour uploader des clips sur Instagram. Et du coup, tout ça crée un espèce de cercle vertueux aujourd'hui. Et la machine est lancée. Ça industrialise un peu le truc. Effectivement, il y a presque une logique de scaling entrepreneurial derrière. C'est vrai, mais moi, c'est les seuls trucs que j'ai fait à ajuster par rapport en termes de modèle économique, par rapport à avant, quoi. Donc bon. Je vais pas m'excuser de faire ça, c'est normal, c'est bon, hein. Oh! C'est en fait une pratique qui correspond à une règle essentielle dans la publicité. C'est la rule of 7, la règle des 7. L'idée, c'est il faut exposer au moins 7 fois une marque ou un contenu à un consommateur, à un potentiel consommateur, pour imprimer un petit peu l'objet, l'idée, etc. dans son cerveau. Attendez, donc, du coup, ça m'intéresse là. Allez, je vais faire le boutiquier. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que sur Instagram, des gens tombent 7 fois sur moi avant que ça y est, ils sont en mode genre, ah ouais, Ribot dans la sauce, je connais, c'est le gars sur Instagram. Ok, 7 fois. D'accord. Après, surtout pour la présence sur les autres réseaux sociaux, ça permet de pas dépendre uniquement de Twitch. Tout à fait, très bonne remarque. À tout moment, Twitch démonétise le contenu politique. C'est vrai. De fou. Et même, ça me permet d'être moins dépendant de vos subs directement, quoi. Là, maintenant, j'ai de l'argent qui arrive de YouTube, j'ai de l'argent qui arrive de Luma, j'ai de l'argent qui arrive de vous, quand vous lâchez des subs. Je suis beaucoup moins dépendant des donateurs directs. Vous voyez? Et au tout début, j'avais que Twitch. J'avais une seule source de revenus, c'était les subs. Et la moitié des subs, c'était les subs offerts. La moitié. Donc, c'est-à-dire que j'étais dépendant pour vivre de quelques gros donateurs qui me soutenaient en mode let's go, on va le faire percer. Et merci infiniment à tous ceux qui étaient là. Pour ça, c'est trop bien, c'est exceptionnel. Merci Pitch Twix, merci Zenith M à l'époque, merci Paella la Mama, merci de tous les fameux actionnaires, merci Jérémy Perrin, merci de tous les fameux actionnaires majoritaires dans la sauce production. Au début, c'était ça. J'étais dépendant pour vivre de quelques gros donateurs. Le board, exactement. C'est pas un modèle économique, c'est un modèle économique qui est précaire sur le long terme, quoi. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas parce que j'ai grossi suffisamment. Donc maintenant, il y a beaucoup moins de subs offerts par rapport aux subs normaux. De rien. Merci Jérémy, salut, comment ça va? Mais oui, toi t'étais au CA, toi.
Toi, t'avais tes jetons de présence au CA là, dans la sauce production, quoi. Et maintenant, en vrai, ça offre moins de subs. Mais c'est normal, j'en ai beaucoup moins besoin. Parce que j'ai plus de viewers. Du coup, en fait, là, c'est plein de petits donateurs, plein de petits gens qui sub parce qu'ils aiment bien la chaîne. Un peu de pub vite fait sur Twitch. J'ai la chaîne YouTube qui marche bien, ça génère des revenus via Google AdSense. Et j'ai mes émissions avec Luma qui me rapportent mon chiffre d'affaires. En fait, c'est un modèle économique qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus pérenne. Non, Jérémy Perrin. Comment on dit pérenne au masculin? C'est beaucoup plus sain et beaucoup moins précaire comme modèle économique. Et si effectivement un jour, en fait, avec Twitch, je peux plus gagner d'argent avec Twitch parce que les choses changent, non, dit pérenne aussi. Et je saurais rebondir et je pourrais encore continuer à vivre du contenu que je crée sur Internet, quoi. Donc en vrai, diversifier ses sources de revenus. Encore une fois, je parle comme un entrepreneur, mais c'est normal, c'est mon métier, encore une fois, c'est mon métier. Diversifier ses sources de revenus, que ça soit pas uniquement Twitch, uniquement les gros donateurs sur Twitch, c'est ce qui me permet maintenant aussi d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, quoi. Donc en vrai, faire ça, effectivement, Elias, très bonne remarque. C'est aussi avoir un modèle économique qui est plus sain et moins dépendant direct de ses viewers. Donc c'est-à-dire que si je veux vous froisser, si je dois froisser des donateurs, je le ferai plus facilement parce que je suis moins dépendant de vous, quoi. Parce que parfois, si t'es archi dépendant de ton public, si tu veux faire autre chose, si tu veux prendre à rebours ton public, tu peux pas et tu te retrouves coincé dans une autre forme de modèle économique un peu malsain, quoi. Vous voyez. Donc moi, j'ai diversifié mes sources de revenus et donc en vrai, il y a pas que du mauvais, quoi. Bon, bref, c'est intéressant comme sujet en tout cas. Parler un peu business. Mais bon, moi, quand je dis ça, c'est très simple. C'est très simple. C'est faire des clips sur Insta, faire des reels sur Insta en travaillant avec un monteur et uploader les VOD de ce que je fais sur YouTube. Ce que absolument tous les streamers font en réalité, tous les gros streamers font. Donc ça va. Il y a pire comme compromission capitalistique. Mais évidemment que l'aspect entrepreneurial et financier entre en compte dans ces décisions aussi. Mais c'est aussi pour le buzz, c'est les deux. Mais les deux vont ensemble. Bref. Dans son cerveau. Le clipping, ça répond évidemment à cet objectif. Parce que ça va être, en scrollant, on va sans doute tomber plus de 7 fois sur une personnalité, sur un discours, sur une idée, etc. Et cela pourrait intéresser au-delà du monde de la publicité, surtout lors d'une campagne électorale. Un membre actif du secteur a raconté au monde... Merci à KZWX pour le sub, du coup. J'explique mon modèle économique et les gens sont en mode genre, ok, je vais sub. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi j'essaie d'être transparent par rapport à ça. J'essaie d'être transparent. Voilà. Il y a une seule fois où j'ai fait une OPSP, mais c'était pas une OPSP. Il y a une seule fois où j'étais payé pour une prestation d'ailleurs. L'émission que j'ai fait avec l'ONG, là, avec le CCFD Terre Solidaire, là j'étais payé en prestation. C'était ma chaîne Twitch. Voilà. Bref. Aurait été démarché par l'entourage de 2 personnalités politiques. Attendez, quoi? Ouais, c'est bon, ouais, j'ai reçu, ouais. Premier plan, dont un candidat à l'élection présidentielle. Ils voulaient explorer leurs options. Pour l'heure, ces prises de contact... Du coup, j'ai pas suivi pour la politique. Désolé, je disais le chat. Excusez-moi. Va être, en scrollant, on va sans doute tomber plus de 7 fois sur une personnalité, sur un discours, sur une idée, etc. Et cela pourrait intéresser au-delà du monde de la publicité, surtout lors d'une campagne électorale. Un membre actif du secteur a raconté au monde avoir été démarché par l'entourage de 2 personnalités politiques de premier plan, dont un candidat à l'élection présidentielle. Ils voulaient explorer leurs options. Pour l'heure, ces prises de contact n'ont pas eu de suite. Après, il y a des clippers volontaires bien de chez nous qui prennent 0€ et qui le font pour la beauté du geste. Moi, je parle de Glupatate quand je dis ça, mais premier degré. Glupatate, ça a une visibilité de fou. C'est parce que c'est des militants. C'est pas des mecs qui sont en mode genre ce politicien m'a contacté et en échange d'argent, je vais le faire percer sur Internet. Non. Glupatate, c'est des indépendants qui étaient en mode genre let's go, on va faire des clips pour gauchiser Internet, etc. Et Glupatate ne se cache pas, il ne s'est jamais caché, mais ne se cache pas là à l'heure actuelle que pour la campagne de 2027, ça va faire la bonne propagande de Jean-Luc Mélenchon, quoi. Normal. Évidemment qu'ils s'en cachent pas. C'est pas le seul, moi aussi, je m'en cache pas. Je vais faire la lourde campagne de Jean-Luc Mélenchon, on va être plein. La FI est tellement hégémonique sur Internet, et c'est ça qui est beau avec la FI qui devient hégémonique sur Internet, à gauche en tout cas, c'est que pour ça, ils ont pas eu à aller filer plein de thunes à des boîtes bizarres pour faire du clipping de je sais pas quoi. C'est juste spontanément des gens sympathisants de LFI qui ont créé du contenu pour sympathiser avec LFI, et ça s'est fait tout seul. Ils ont juste dit venez comme vous êtes, vous voulez nous soutenir, soutenez-nous. Et en fait, naturellement, il y a un truc où, par les idées qu'ils véhiculent, par leur ligne politique, plein de gens, de créateurs de contenu, maintenant font littéralement la propagande de LFI gratos. Parce que c'est des militants finalement. Et c'est vrai que ça c'est un bel angle. Ça c'est un angle sympa pour le débat streamer militant ou pas militant. Quand à un moment donné tu fais de la propagande pour un parti
et que tu n'as aucun intérêt financier whatsoever, que le parti n'est même pas en contact avec toi, et que pourtant tu es là en train de faire sucer et faire la propagande de LFI, bah c'est un acte militant, ça. Tu essayes de faire gagner ton parti, et tu le fais pour des raisons politiques, pas pour des raisons financières. Vous voyez? J'ai jamais vu ça comme ça, de cette manière-là, quoi. Mais et ce, depuis fin 2016, ouais. Alors c'est aussi qu'ils avaient une stratégie sur le numérique dès le début. Ils ont commencé à s'implanter sur Internet et à jouer le jeu et à prendre au sérieux Internet, ne pas être méprisant vis-à-vis d'Internet très tôt. Très très tôt. Mais ils n'ont pas payé qui que ce soit pour aller clipper des trucs chez eux, quoi. Voilà. Pas à ce que je sache, en tout cas. Pas à ce que je sache. Quand je vous dis ça, vraiment, je pense qu'ils en ont pas besoin, parce qu'en vrai, l'Internet de gauche est déjà acquis à leur cause. Qu'est-ce qui se ferait chier à aller payer des créateurs de contenu qui bossent pour eux gratos, quelque part? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'ils sont trop forts. Tu es contre Glupatate? Ah non, non, moi je suis pas du tout contre Glupatate. Hein. Trop bien Glupatate. C'est super boulot. Je connais personnellement le Glup, qui est un pote. Et oui, attendez, j'ai même ces petits stickers exactement, on me souffle à l'oreillette. Ils sont où? Je l'ai pas là, mais j'ai un sticker Glupatate juste là. Non, 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 moi je suis pas du tout un anti-Glupatate. Hein. Trop fort Glupatate, il fait un boulot de zinzin. Voilà. Voilà. Bref. Ça va être la même chose à droite, on va bouffer des clips politiques cette année. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux rendre cool et stylé et faire buzzer Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe ou Bruno Retailleau? Vous pensez vraiment que des clippers payés, rubis sur l'ongle, non, c'est le contraire, grassement payés pour aller clipper Bruno Retailleau, ça peut lui faire gagner une présidentielle? Attal, il chiffre, hein? Ah ouais? Je me rends pas compte. Attal, il a du buzz sur Instagram et tout? Bardella, ouais, il y a une stratégie numérique là-dessus. Il a du buzz, Attal, sur en termes de clipping? On va voir le toc-toc de Attal. Je regarde juste comme ça, vite fait. Attal. Ah, parce que les Chinois sont amoureux de lui, c'est vrai. Ah ouais, non, il a 680 000 followers. Ouais, mais là, c'est des trucs qu'il fait lui-même, c'est sa com. C'est sa propre com. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas juste du clipping de ses interviews télévisées, là, c'est du contenu qui a été créé exprès. Vous voyez? Ça y est, c'est fait. La proposition de loi que je porte avec mon groupe et la députée Laure Miller pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été définitivement adoptée pour une application dès cette rentrée de septembre. Je vous explique pourquoi et quelles plateformes sont concernées. Les réseaux sociaux, c'est pas du clipping. Sont pas mauvais par principe. Moi-même. Après, je dis pas, il a 71 000 likes, il a du buzz. Effectivement, il a du buzz, mais c'est du contenu qui a été créé et monté par son équipe, ça. S'il paye juste plein de gens pour aller prendre des extraits de plateaux télé et en faire des edits de cons pour inonder Internet, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va faire 1 million de vues de Attal qui dit « Je pense que pour la France, il faut vraiment changer le système. C'est pour ça qu'on va rapprocher le revenu net du revenu brut. » Ça va faire 1 million de vues, ça? Vous voyez? Je dis pas qu'il est malhabile sur les réseaux sociaux, mais là, c'est de la création de contenu, c'est pas du clipping, vous voyez? Bref, je sais pas. Bon, à voir, hein. À voir. Mais cette campagne, ouais, se jouera aussi en ligne, évidemment. Donc à nous d'être les meilleurs, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la team YouTube, vous qui êtes sur YouTube, qui n'êtes finalement pas mon vrai public. On en revient là, vous n'êtes pas mon vrai public, vous, la team YouTube. Vous consommez le produit dérivé de mon vrai contenu que je suis en train de faire en ce moment même. Vous ne valez pas mieux que de vulgaires Instagrammeurs qui like mes Reels. Vous ne valez pas mieux que de vulgaires TikTokers dégénérés qui like mes TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y en a là dans les commentaires YouTube, vous avez découvert sur YouTube et vous venez me voir direct sur Twitch? Dites-moi si vous me consommez uniquement sur YouTube ou sur d'autres plateformes. C'est intéressant, en vrai. C'est intéressant. Et n'hésitez pas évidemment à liker, partager, commenter, etc. Et moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.